bienvenue à tous dans cette masterclass organisée par AJC. Et avant de commencer, on vous propose de pouvoir prendre votre smartphone, non pas pour l'éteindre, non pas pour couper le son, mais parce que plusieurs fois dans la soirée, nous aurons l'occasion d'utiliser le smartphone pour interagir. Alors si vous n'avez pas de smartphone, c'est pas grave, ça vous empêchera pas de suivre. Mais si vous avez votre smartphone, je vous invite à le prendre. Je vais partager l'écran et puis on va faire un essai tous ensemble pour voir ce que ça donne. Alors nous y voilà, on vous propose de pouvoir avec votre téléphone flasher le flashcode qui se trouve sur votre écran. Je vais le faire aussi en même temps que vous, comme ça on vérifie que tout marche bien. Vous avez soit un scanner le QR code, soit directement dans l'appareil photo. Et si ça ne vous inspire pas, c'est pas grave. Mais si on est assez nombreux à pouvoir le faire, vous verrez que ce sera l'occasion de pouvoir interagir pendant la soirée. Donc si vous le faites, vous arrivez sur un petit écran qui s'appelle WooClap. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier qui est affiché parce que il nous faut attendre qu'un maximum se connecte pour pouvoir ensuite participer. Bravo, vous êtes déjà 67 personnes à vous être connectées. 68 personnes, on laisse encore quelques secondes pour que vous ayez le temps de flasher le QR code. Est-ce que Jean-Yves, ça marche de ton côté? De mon côté, ça marche très bien. J'ai réussi à enfin réaliser cet exploit de me connecter avant les 4 minutes. Donc je suis très fier de moi ce soir, j'ai bien progressé en flashcode. Bravo Jean-Yves, je suis aussi fier de toi et des 84 autres personnes qui se sont connectées aussi sur le flashcode. Alors il y en a même qui ont trouvé comment dessiner, je ne sais pas qui fait ça, je ne sais pas si c'est nous qui faisons ça, mais il y a des dessins qui sont apparus qui n'étaient pas prévus au programme. Ok, normalement, on aura plusieurs occasions dans la soirée de le faire, et ce que je vous propose, même si tout le monde n'est pas encore complètement connecté, on est 88 connectés sur les 117, vous devriez voir sur votre téléphone une carte apparaître, et voilà la question toute simple, de quelle région de France venez-vous? Et donc vous pouvez zoomer sur la carte, moi j'habite dans les Bouches-du-Rhône, je clique sur Bouches-du-Rhône, et voilà, en interactif, en direct, les lieux d'habitation des nombreuses personnes connectées ce soir. 119 personnes, 90 qui sont sur WooClap. On peut reconnaître la diagonale du vide. Waouh, on a les 4 régions qui sont bien représentées, pas de manière équivalente, mais encourageant de voir ça. Je sais pas d'où viennent ces traits qui apparaissent, mais... Oui, on est en train de se faire hacker, Ouais. mais c'est en tout cas sur cette belle France, on voit c'est bien sûr on peut pas commenter hein, vraiment cette carte parce que c'est bien sûr pas représentatif de quoi que ce soit, c'est simplement vous ce soir parmi ceux qui sont connectés, et qui ont indiqué leur région, eh bien vous venez un petit peu plus du quart sud-est, on va dire. Tu vois aussi un peu comme moi, Mayol, Ouais, un le peu. quart sud-est est très, très représenté, effectivement. Et puis l'Ouest, et puis voilà. Ouais. Bon, c'est aussi peut-être là où il y a beaucoup d'églises, je sais pas, d'églises évangéliques peut-être, mais c'est voilà, on va pas s'aventurer dans des explications, mais en tout cas, ça donne une idée de là où vous êtes ce soir, là où vous vous connectez. Donc merci pour votre participation, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Et voilà, nous faisons partie de l'équipe AJC avec Jean-Yves. Jean-Yves est à Pierrelatte, je suis à Marseille et nous faisons partie de l'équipe AJC qui veut dire Association Jeunesse des CAEF. Et depuis maintenant 1 an et demi, AJC a eu comme vision d'élargir les curseurs de la jeunesse du côté de l'enfance et aussi du côté des couples et de la parentalité. Donc, AJC organise cette soirée autour de l'enfance, autour de ce thème qui a intéressé tant de personnes. Mais Jean-Yves, finalement, pourquoi est-ce que nous avons lancé cette soirée qui commence ce soir? Oui, alors c'est une grande question et c'est vrai que quand regarde, quand on dialogue les uns avec les autres dans nos déplacements, Mayel, que ça soit en église, que ça soit avec des parents, que ça soit dans les groupes de jeunes, les groupes d'enfance, on se rend compte que le sujet dont on va traiter
concerne un nombre de personnes non négligeables, que ce soit directement ou indirectement. Et puis, nos échanges réguliers avec les uns et les autres concernant des enfants avec des profils qui sont à la fois riches et variés, mais qui sont des profils aussi qui peuvent nous dérouter, nous surprendre, nous défier. Ces échanges ont attiré notre attention. Alors, dans le chat, on pouvait lire tout à l'heure qu'on parle d'enfants différents, parfois d'enfants atypiques, d'enfants à particularité, terme que nous préférons remplacer plus volontiers par enfants à promesse. Et en côtoyant les personnes avec qui nous avons discuté, ces enfants que Dieu place sur nos chemins de l'Église ou dans nos maisonnées au quotidien, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'en parle pas tant que ça. En tout cas, on n'en parle pas tant que ça en dehors des plateformes professionnelles. Il nous a semblé évident que l'Église avait une belle marge de progression et on va se poser la question, comment l'Église peut-elle grandir? Comment pouvons-nous progresser? Et en rencontrant Nelly Ourcade, qui va se présenter dans un instant, en ayant partagé avec elle aussi des échanges passionnants sur le sujet, il nous a semblé que proposer ce soir cette masterclass pouvait participer modestement, sans aucun doute, à faire avancer notre meilleure compréhension sur le sujet et à favoriser aussi la place de chacun comme Jésus le faisait et comme Jésus nous invite à le faire encore aujourd'hui avec ses enfants pleins de promesses. Merci Jean-Yves et bonsoir Nelly. Merci d'être avec nous. Et je te pose cette première question. Est-ce que tu peux te présenter brièvement avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Oui, Mayol, bien sûr. Alors déjà, je veux remercier tous les gens qui se sont connectés parce que je regarde depuis tout à l'heure tout ce que vous avez marqué dans le chat et franchement, c'est beau. Ça donne très envie. Donc moi, je m'appelle Nelly Ourcade, j'ai 48 ans, je suis mariée, j'ai 4 enfants, dont 2 qui ont été diagnostiqués troubles du spectre de l'autisme et 2 qui ont été testés au potentiel intellectuel. Je suis grand-mère et je suis aussi professionnelle aujourd'hui de l'autisme puisque moi-même, j'ai été diagnostiquée autiste sans déficience, anciennement dit l'Asperger, il y a 3 ou 4 ans. Ça a mis beaucoup de mots sur les mots et j'en ai fait mon métier. Je me suis formée plus pour pouvoir tout comprendre de l'autisme et pour pouvoir transmettre que c'est quelque chose à promesse. Et quelqu'un avait dit dans le chat que c'était un cadeau de Dieu et je suis tout à fait d'accord avec ça. Merci Jean-Yves, je te laisse enchaîner. Oui, Nelly, c'est vrai que tu t'es présenté brièvement par rapport à tout ce que tu as, ce que tu pourrais dire, mais est-ce que tu peux nous dire ce qui te motive, qu'est-ce qui te motive à relever ce défi de participer à cette masterclass et pourquoi tu penses que c'est important de parler de ce sujet en Église en particulier? Alors, je vais beaucoup lire ce que vous avez à l'écran, puisque c'est moi qui ai fait ce PowerPoint pour que je puisse bien expliquer. Déjà parce que les troubles du comportement sont de plus en plus fréquents dans les églises aussi, et on n'est pas épargné, et souvent on n'en parle pas dans les églises. Est-ce que le trouble du comportement est un manque d'éducation? Est-ce que c'est le mythe de l'enfant roi qui est répandu? Qu'est-ce qu'on doit en penser? En fait, on a toujours 10 000 questions autour de ça. Que faire quand un enfant a des troubles du comportement? Concrètement, dans nos familles, dans l'église, dans les études bibliques pour enfants le dimanche matin, comment ne pas juger et comment être accueillant et accompagnant comme Jésus? Ça, c'est des questions qui me reviennent très souvent. Parce que souvent, quand on parle de troubles du comportement, on est très vite cassant, on est très vite juge, inconsciemment, hein, c'est pas du tout un jugement de dire ça. Et on a des préjugés, et l'idée, c'est de faire tomber ces préjugés. Par contre, j'ai pas la main sur les slides, voilà. Parmi les troubles du comportement, bien sûr, on trouve le trouble du neurodéveloppement. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est nouveau. Il y en a beaucoup qui ont du mal à y croire aussi, parce qu'on en entend de plus en plus parler.
Donc, le trouble du comportement, ce n'est pas une maladie, contrairement à ce qu'on peut croire, mais une façon de fonctionner différente, mais qui est souvent handicapante. En fait, dans les troubles du neurodéveloppement, on trouve l'autisme avec ou sans déficience intellectuelle, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles 10, mais aussi la déficience intellectuelle et encore d'autres troubles. Actuellement, le trouble du neurodéveloppement, qu'on dit TND, ça concerne 5% de la population française quand même, ce n'est pas négligeable, environ 35 000 naissances par an. Et l'autisme représente 1% de la population, ça fait quand même un enfant sur 100 qui naît avec un autisme. Donc du coup, quand on sait ça, on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. Et pour pouvoir accompagner ces enfants-là, forcément, il faut connaître un minimum. Tu peux changer. Merci Nelly. Alors je suis désolé, il y a des gribouillages qui sont apparus au milieu de l'écran. C'est personne qui a fait ça et je ne sais pas comment l'expliquer, j'arrive pas à l'enlever, donc on va être obligé de s'en accommoder. J'espère que c'est pas trop gênant pour voir les diapositives. Alors Nelly, on a bien compris que ce soir on n'allait pas parler directement des troubles du neurodéveloppement et beaucoup de questions étaient quand même en lien avec ça, donc on en parlera en fin de soirée probablement que on pourrait envisager une soirée sur ce sujet, mais pour l'instant, sans parler de troubles du neurodéveloppement, nous avons tous dans nos entourages, que ce soit familial, dans l'église, chez nos amis, des enfants qui ont des comportements qui sont challengeants, qui viennent un peu nous envahir, nous surprendre, qui nous laissent un petit peu sans savoir comment réagir. Aurais-tu quelques pistes pour repérer de quoi il s'agit? Ouais, si tu peux me mettre la slide. Alors, j'ai un peu essayé de définir en 3 groupes des styles de troubles du comportement qu'on peut retrouver et qui doivent nous faire poser question. On a premièrement l'enfant qui a des troubles du comportement qui paraît avoir des parents en grande difficulté. Souvent, on a aussi des parents qui ont des difficultés éducatives. Moi, dans mon activité, j'en vois beaucoup qui ont des difficultés à mettre en place une éducation entre le laxisme et l'autoritarisme et qui essayent de trouver un équilibre. Et ça peut engendrer, quand le cadre n'est pas bien posé, des troubles du comportement chez l'enfant. On a aussi des enfants avec des comportements étranges, par exemple des enfants qui font du flapping. Alors le flapping, c'est quand on secoue ses mains comme ça, ou ses doigts, beaucoup. Qu'on regarde des objets tournants, un enfant qui regarde des objets tournants, qui se balance, qui ôte ses chaussures partout où il est, tous les petits comportements un peu atypiques qui peuvent poser question. On doit les garder dans un coin de la tête et voilà, observer. Je pense que c'est très important pour le repérage. Et puis, on a aussi des enfants qui ont des troubles de la communication, qui ont du mal à trouver les mots, qui ont des mots qui sont parfois inadaptés, qui ont du mal avec les pairs, c'est-à-dire les autres enfants de leur âge dans l'église, qui ont des relations qui sont biaisées, ou alors des enfants qui n'ont pas l'air de comprendre ce qu'on leur demande, les consignes simples. Ça paraît difficile chez ces enfants-là. Eh bien, quand on repère toutes ces petites choses, alors ce n'est pas exhaustif, hein, il y a une liste longue comme le monde, hein, mais dès qu'on repère quelque chose d'un peu atypique, c'est bien de le garder dans un coin et de ne pas mettre un chapeau dessus. Voilà, tout simplement. Alors, avec ce que nous venons d'entendre, Nelly nous donne des pistes pour essayer de repérer ce type de troubles. Est-ce que, en écoutant Nelly, mais aussi dans votre expérience, il y a une question qui va s'afficher. Est-ce que vous pensez à des enfants en particulier avec des troubles du comportement, que ce soit dans votre famille, à l'église, dans votre entourage? Donc sur votre WooClap, en principe, vous avez donc sur votre smartphone, vous avez la question qui est posée. Est-ce que vous êtes pour ceux qui ont réussi à se connecter tout à l'heure avec le flashcode, donc voilà, il y en a plusieurs qui ont répondu déjà, une vingtaine. Et donc là, parmi les réponses, ce qu'on voit un peu se dessiner, alors bien sûr, il y a plusieurs... à l'église, c'est pour l'instant ce qui ressort le plus. Vous avez pu voir des enfants avec ces types de troubles
Pour l'instant, la grande majorité, c'est à l'église. Et vous avez vu, c'est intéressant, même si c'est bien sûr pas un sondage, enfin voilà, il n'est pas représentatif, mais en tout cas ce soir, ce qu'on peut dire, c'est très très peu sont en contact directement avec des enfants aux troubles de comportement. Je vais te poser une autre question, sauf si, est-ce que Nelly, tu as envie de commenter quelque chose là par rapport à ça? Non, je vois qu'il y a beaucoup qui ont répondu à l'Église. Donc, c'est dire s'il y a un besoin d'en connaître un peu plus. Parce que c'est pas évident et ça peut être décourageant pour les personnes qui s'occupent de ces enfants. Et c'est bien qu'elles aient des outils Mhm. pour pouvoir bien les accompagner. Mhm. Mhm. Alors, une autre question que je vais te poser, Nelly. Alors là, c'est une grande question, bien sûr, une grande question. Donc, bien sûr, il y a des différences dans les différents contextes dans lesquels se trouvent les enfants. Il y a des différentes situations, bien sûr, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises que nous connaissons, que ce soit dans les groupes, dans les clubs de dimanche, etc. Une grande question, c'est comment faire pour accompagner ces enfants, pour les côtoyer, les accompagner avec la grâce de Dieu. Et c'est une question que je trouve importante parce que des fois, j'ai pu entendre comment faire pour tolérer ces enfants. Alors c'est un verbe qui me choque toujours un peu. La question pour moi, c'est donc pas comment faire pour tolérer, mais comment faire pour accompagner, pour aimer. Voilà, donc que faire, ça c'est la grande question que nous te posons maintenant, Lénie. Que faire pour accompagner ces enfants? Alors, il y a plusieurs choses, vous le voyez à l'écran, hein, se renseigner premièrement auprès des parents, parce que je crois que les parents sont vraiment les premiers et ceux qui connaissent le mieux l'enfant. De créer ce lien de confiance avec le parent où il peut s'exprimer, où on peut l'écouter sans donner forcément des conseils ni avoir une attitude de jugement, où le parent, dans l'église, il puisse se sentir vraiment accueilli, même avec les difficultés de son enfant. Et ça, c'est très important. C'est vraiment le point de départ quand ce sont des enfants. Si ce sont des personnes adultes, c'est la même chose, mais avec la personne elle-même, c'est d'être prêt à écouter cette personne si elle a besoin de parler et de ne pas être dans le jugement. Ça va être le maître mot, le fil rouge un peu de toute la soirée. C'est vraiment de faire abstraction à notre envie parfois de juger. Moi, la première, hein, c'est pas le problème, hein, en toute humilité, hein. Mais très rapidement, quand on voit un enfant avec des troubles du comportement, on aurait tendance à être un peu dans le rejet parce que ça nous bouscule, comme tu disais tout à l'heure, parce que ça nous... Voilà. En parler aussi et sensibiliser les personnes qui dispensent l'enseignement biblique des enfants. Est-ce qu'elles sont en difficulté? Est-ce qu'elles ont besoin d'aide? Qu'elles puissent avoir un lieu aussi pour pouvoir en parler de manière bienveillante, recueillir leur vécu vis-à-vis de l'enfant, parler ensemble aussi de ce qui fonctionne. Ça va être aussi quelque chose d'important, c'est de toujours garder le positif. Et plus on est positif, et mieux on accompagne. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Quand une personne, s'il y a un groupe qui fait un turnover au niveau des enfants, cette semaine, j'ai utilisé ça et cet enfant était plus calme. Voilà. Donc, ne pas hésiter à avoir des rencontres régulières entre personnes qui interviennent auprès des enfants dans l'église. Observer l'enfant. Moi, je parle souvent d'observation parce que les enfants nous disent beaucoup de choses à travers leur comportement et mettre en place des stratégies pour répondre à ses besoins. Déjà, il faut savoir différencier deux styles de troubles du comportement. On a le trouble du comportement qui est un symptôme de quelque chose qui ne va pas chez l'enfant, parce que c'est familial, éducatif, à l'école, enfin, quelque chose, il va exprimer quelque chose à travers le trouble du comportement. Et on a aussi le trouble du comportement, du coup, qui est dû à plutôt une pathologie et qu'il va falloir arriver à repérer pour pouvoir orienter les parents. Voilà, donc l'observation de l'enfant, elle est quand même importante. Et puis, je vais un peu bousculer tout le monde parce que le lâcher-prise, il va être important dans le trouble du comportement sur certains points. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser passer.
Ça veut dire que sur certains points, il va falloir apprendre à lâcher prise et je vais revenir dessus tout à l'heure. Alors, quelques comportements qui doivent poser question. Un enfant qui a des difficultés avec les autres enfants, qui se sent toujours blessé par les autres enfants, qui ne trouve pas sa place. Un enfant qui a des comportements physiques répétitifs ou qui fait des bruits. Alors, par exemple, chez les enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental, ils vont avoir des mouvements répétés qui peuvent être gênants dans un groupe. Ça peut être des bruits aussi, des bruits de bouche, des cris ou des choses comme ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui doit nous poser question. Pourquoi il fait des bruits comme ça? Est-ce que c'est répétitif chaque dimanche, etc. Un enfant qui se couche au sol, alors j'en parle parce que ça nous est arrivé avec notre fils. Et en fait, on ne sait pas forcément que cet enfant, en se couchant au sol, il va peut-être rechercher le chaud, le froid. Peut-être qu'il ne supporte pas de rester assis, parce qu'il y a des enfants restés assis, c'est pas possible de rester figé comme ça. Peut-être qu'il ne supporte pas les odeurs. C'est un enfant qui va vite s'exprimer en disant que ça sent mauvais, etc. Donc, plutôt que de dire mais n'importe quoi, parce qu'on aurait tendance en tant que personne adulte à dire mais non, tu vois bien, ça sent pas mauvais, mais il y a des enfants qui ont des hypersensibilités olfactives. Donc, voilà, essayer de rechercher ce qui le dérange. La lumière peut déranger, certains néons peuvent déranger aussi. Le bruit. Être dans un groupe pour certains enfants, c'est pas simple parce que le bruit va être très fatigant et donc va générer du trouble du comportement ou des enfants qui se font mal consciemment. Il y en a qui ont des troubles sensoriels qui font que ils vont se faire mal et des fois ça peut poser des questions et ça peut nous mettre même en grande difficulté. Un enfant qui a peur de tout, qui se dévalorise, qui ne fait pas les choses ou qui est découragé, non, je ne peux pas faire, je ne suis pas capable, etc. Ça doit nous poser question aussi si c'est régulier. Un enfant perturbateur. Alors, les enfants perturbateurs, ce n'est pas forcément des enfants qui sont mauvais, c'est des enfants il y a quelque chose qui les dérange et ils essayent d'attirer l'attention sur quelque chose, donc ils vont perturber la classe. Un enfant qui cherche la confrontation, frappe ou s'oppose, si c'est aussi de manière régulière, ça doit nous poser question. Et un enfant qui ne va pas vers les autres, qui a tendance à être toujours dans son monde. Alors, une petite aparté sur l'autisme et le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce sont des vrais handicaps et en plus des handicaps invisibles. Il faut savoir que 80% des handicaps en France sont invisibles. C'est des troubles du comportement parmi d'autres et qui peuvent se noyer au milieu d'autres et on n'y prête pas forcément attention. Je tenais à faire cette slide qui peut peut-être embêter certains, mais l'énervement, la punition, la fessée ou les colères sont sans effet sur ces problématiques. Il y a des enfants qui ont des besoins particuliers comme les troubles neurodéveloppementaux où vraiment, en tant que professionnel, on explique aux parents que ces méthodes-là ne fonctionnent pas, ça ne fait qu'aggraver les troubles. Et notamment, un enfant qui vient dans l'église et qui est réprimandé un peu trop sèchement ou quoi que ce soit, ça peut même être une pierre d'achoppement pour ces enfants et leurs familles, parce que du coup, il va y avoir trop de douleur de venir à l'église. C'est pourquoi il est toujours nécessaire de savoir d'où vient le trouble du comportement avant de corriger par des stratégies. Dieu ne nous condamne pas lorsqu'on a un comportement inadapté. Ça, c'est quelque chose à vraiment intégrer pour tout le monde. La grâce, elle est pour tout le monde. On pense à Pierre, le disciple, il était fougueux, il ne devait pas toujours être facile. Jonas, il s'est rebellé, il n'est pas allé tout de suite à Ninive, ça a été compliqué pour lui au départ de respecter Dieu. Il y en avait d'autres qui étaient menteurs, ivrognes, on le voit dans la parole, il y a beaucoup de prophètes et de personnes qui ont pas toujours eu des comportements exemplaires. Je pense aussi à certains missionnaires connus qui avaient un caractère bien trempé, qu'on pourrait parler des fois de troubles du comportement. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu la biographie de Marie Slessor, qui était une missionnaire écossaise et qui était un peu connue comme étant quelqu'un qui avait un très sale caractère.
Mais finalement, Dieu a permis ça parce qu'elle est allée évangéliser dans des peuplades primitives où il fallait absolument avoir ce caractère pour tenir tête à ces peuplades sur des choses qui n'étaient pas acceptables. Et donc, du coup, ben, ça lui a permis de faire un gros travail dans ces peuplades et Dieu a vraiment conduit cette femme. Donc, voilà. Dieu nous connaît personnellement. Il connaît nos failles. Il ne nous juge pas, mais veut toucher le cœur de chacun. Ça, c'est très important. Pour les enfants à promesse, c'est pareil. Jésus ne laisse personne de côté. C'est à nous, peut-être, adultes, de mettre d'autres lunettes et de voir autrement, de voir avec le regard de Jésus sur ses enfants. Alors, comment? Ben déjà, la première des choses, c'est d'avoir un objectif quand on accompagne ses enfants en tant que parent, en tant qu'AESH, j'ai vu qu'il y en avait pas mal, en tant qu'école du dimanche. Enfin, dès qu'on accompagne ses enfants, la première des choses, c'est les objectifs à se fixer au cas par cas, parce que c'est quand même important de ne pas mettre tout le monde dans le même groupe quand il y a du trouble de comportement. C'est vraiment de repérer les besoins spécifiques de l'enfant et prioriser. Alors, première des choses, la sécurité. Est-ce qu'il y a un danger pour les autres? Bien sûr, si l'enfant se met en danger lui-même et s'il met les autres en danger, il va falloir prendre des mesures qui sont importantes. On ne peut pas passer outre. En quoi ça va changer ma leçon, son trouble du comportement? Comment je peux adapter ma leçon finalement? Parce que mon programme, moi, je suis monitrice de l'école du dimanche. J'apporte un programme et l'enfant va perturber mon programme. En quoi c'est grave si ça perturbe mon programme? Voilà, déjà la première chose à se poser en tant qu'adulte et du coup, de se dire quelle est la priorité. Est-ce que c'est le bien-être des enfants, du groupe et de l'enfant qui pose problème ou est-ce que je peux trouver des stratégies pour que tout le monde soit apaisé? C'est très important de prioriser quand il y a une situation du trouble du comportement dans le groupe parce que ça nous permettra justement de ne pas nous laisser aller à la panique. Alors, je parlais tout à l'heure du lâcher-prise. Alors, je vais juste déplacer ça. Un enfant qui reste au sol pendant une leçon parce qu'il s'y sent mieux, par exemple, alors que vous avez tout le monde à table et il est sous la table, vous ne savez pas ce qu'il fait, enfin, ça vous perturbe un petit peu, ben, l'idée, ça va être d'être créatif. Pourquoi ne pas faire exceptionnellement la leçon par terre avec les autres? Donc, on va s'adresser à l'enfant, lui demander s'il a envie de rester tout seul, s'il est d'accord pour que on fasse la leçon par terre sur une couverture et éventuellement prendre un goûter ensemble comme des nomades par terre et faire la leçon de manière tout à fait comme ça, sans que ce soit prévu. Ça peut être une leçon mémorable pour lui, ça peut être une leçon mémorable pour les autres. Voilà. L'important, c'est que l'enfant, il adhère. Après, si l'enfant, il reste en dessous de la table, par exemple, par terre, et qu'il ne fait pas de bruit et qu'il écoute la leçon, ça ne pose pas de problème, en fait. C'est juste nous, notre perception des choses. Un enfant qui dessine, par exemple, quand on lui donne un apprentissage ou qu'on demande autre chose et lui, il ne fait que dessiner, 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 s'il en a besoin pour écouter, c'est pas grave en fait. L'idée, c'est de s'adapter à l'enfant, de poser le cadre, bien sûr, hein, de dire voilà, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bruit, etc. Mais de permettre à l'enfant, finalement, d'être tel qu'il est. Et voilà. Un enfant qui a des balancements, ben, on explique au reste du groupe que c'est important pour lui et que ça l'apaise. Donc, on va le laisser se balancer, c'est pas grave. On vérifie juste qu'il ne va pas tomber de la chaise. Voilà. Comment accompagner avec bienveillance? Alors, déjà, quand on accompagne un enfant, on accompagne forcément ses parents, on y reviendra tout à l'heure. Demander avant le début du culte, par exemple, à l'enfant et à ses parents, ou les deux, comment il va. C'est intéressant. Quand on sait qu'il y a un enfant qui a des troubles du comportement, c'est bien de lui donner du crédit, d'aller voir les parents. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que votre enfant va bien? Etc. Surtout en plus, quand on sait qu'il y a un enfant diagnostiqué avec un trouble neurodéveloppemental, c'est intéressant de savoir comment s'est passée sa semaine.
est-ce qu'il a passé une bonne nuit, etc. Parce que ça vous donnera autant d'informations sur le temps que vous allez passer avec. Accepter les objets transitionnels. Souvent, dans notre société, on enlève l'objet transitionnel aux enfants parce qu'on veut les faire grandir. En disant ah ben tu vas pas à l'école du dimanche avec la sucette et le doudou. On dit ça aux petits, mais il y a des enfants qui sont plus grands et qui auraient besoin d'un objet transitionnel. Ça peut être une peluche, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, un livre, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui est important pour lui. Nous, par exemple, dans notre église, on avait un enfant autiste grand, qui était déjà adolescent, et qui venait avec une horloge d'un enfant, c'était un jouet 0-3 ans, et qui venait dans les groupes comme ça, et tout le monde le savait, et ça posait pas de problème. On mettait juste le cadre au niveau du son en disant, bon, essaye de pas trop le faire sonner, mais ça se passait très bien. Et lui, ça lui permettait de se canaliser et de faire baisser la pression. Voilà. S'équiper d'objets sensoriels, ça, on n'y pense pas. Mais si on a des enfants atypiques dans une église, ben les objets sensoriels, ça peut être très intéressant. Par exemple, avoir 1 ou 2 ballons de gym que les enfants puissent se mettre dessus à la place d'une chaise. Mine de rien, le mouvement va faire que l'enfant va être plus calme pour certains. Et donc, ça peut être intéressant. Des objets aussi à papouiller, où il y a plein de petits objets sur certains sites. S'il y en a qui sont intéressés, je peux donner des noms de sites. Des objets qui sont faits pour ça, qui sont faits pour être malaxés, pour être touchés, pour être mordillés, tout ça. Et ça peut des fois aider les enfants à se concentrer. Un casque anti-bruit, on n'y pense pas, mais ça pourrait être très intéressant d'avoir dans chaque église un casque anti-bruit pour une personne qui pourrait être gênée par les bruits au moment des choses en groupe, même au moment des agapes, etc. Ça peut être très intéressant. Et les coussins lestés, ça marche très bien aussi. C'est des coussins, des petits carrés comme ça qu'on trouve sur certains magasins spécialisés. Et pour les enfants qui sont un peu trop actifs, on leur met sur les genoux, c'est un peu lourd. Et le fait que ce soit lourd, ça les apaise, ça les canalise. Avoir un contrat moral avec les parents pour les solliciter en cas de besoin important. C'est important, on peut dire aux parents par exemple, gardez votre téléphone, si jamais j'ai vraiment un gros problème avec votre enfant, je vous demanderai de venir le chercher. Donc avoir vraiment une communication avec les parents par rapport à ça. Dans certaines grosses églises, ils ont un numéro, les parents, et c'est affiché au mur quand il y a besoin de chercher l'enfant. Encourager. Ça, c'est un mot qui est tellement important dans nos églises. Encourager, toujours encourager. Motiver l'enfant toujours positivement et ça lui donnera envie de revenir. Ah, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était vraiment top, tu peux être fier de toi. Et ne pas hésiter à aller voir son parent et lui dire, vous voyez ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est vraiment super. Et puis de checker avec l'enfant en disant, vraiment, c'était génial, j'ai hâte de te revoir la semaine prochaine. Voilà, il ne faut pas hésiter à encourager, encourager, encourager. Aimer l'enfant tel qu'il est, il le ressentira. Les enfants aiment les gens qui sont vrais dans leur amour et ils le ressentent. Ils sont très simples pour ça. Comment accompagner un vrai trouble comme de l'autisme? S'appuyer sur les intérêts spécifiques de l'enfant pour notre enseignement. Un enfant qui a un intérêt spécifique, je ne sais pas, sur certains livres, sur les sciences ou des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à le rendre coopératif. Et en général, ils sont bons pour ça. S'appuyer aussi sur vos propres connaissances en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que personne qui œuvre auprès des enfants dans l'église. Il y a beaucoup de formations gratuites en ligne au niveau de l'autisme et je peux donner, pour ceux qui le veulent, encore une fois, des liens. Et puis s'appuyer sur les connaissances des parents, encore une fois, parce qu'ils vont vous dire, ah ça, ils supportent, ça, ils supportent pas, évitez de faire ça, ça, vous pouvez le faire. Ça sera autant de billes qui seront importantes pour vous. Ne pas forcer la sociabilisation. À tort, on croit que l'enfant autiste, parce qu'il est associable, entre guillemets, ce qui est faux. C'est pas tout à fait ça. Je l'expliquerai peut-être sur une autre masterclass, si vous le souhaitez. Il n'est pas associable, il a des difficultés. Et donc, pourquoi forcer la sociabilisation?
Ça, c'est vraiment une vraie question qu'on se pose dans le milieu parce que ça fait plus de mal qu'autre chose. On peut aider l'enfant à être dans des groupes, mais pas forcément forcer la sociabilisation. Le laisser dans sa bulle, c'est le rassurer. Quand il en a besoin, des fois, ils sortent de leur bulle. Moi, je sais que dans mon église, des fois, on me dit: «Ah ben tout d'un coup, ton fils, il a parlé, il était heureux, il souriait, il était dans l'échange» et puis il y a des moments où il est complètement fermé. Donc ça, il faut arriver à le respecter. Comprendre que le groupe est difficile pour ces enfants-là. Ne pas forcer s'il veut rester dans un coin, lui enseigner juste qu'il faut être poli et l'aider à gérer ses émotions. C'est surtout ça. Et puis, on peut proposer des alternatives de communication, mais ça sera sur une autre masterclass. Accepter le casque anti-bruit et les aménagements qui sont nécessaires pour cet enfant. Si c'est quelque chose qui va faire baisser son anxiété, alors on le met en place, comme à l'école en fait. Adapter les besoins sensoriels en fonction de ce que vous savez ou de ce que vous voyez. Un enfant qui est très fatigué à cause du bruit ou qui est très fatigué sous la lumière, sous les néons, on finit par le voir. Et en parler au groupe, donc le groupe d'enfants avec bienveillance et encourager le pardon. Parce que des fois, le groupe d'enfants, il peut être bousculé par cet enfant qui a un autisme et qui a des troubles du comportement. Et il faut leur apprendre en fait juste à pardonner parce qu'il a un besoin particulier, cet enfant, et il ne le fait pas toujours exprès. C'est bien d'en parler avec le groupe. Cet enfant est autant pécheur qu'un autre, mais autant au bénéfice de la grâce qu'un autre. Ça, c'est quelque chose, on est tous pécheurs. Et lui aussi. Et cet enfant, on va l'accompagner à comprendre qu'il a des besoins spécifiques, mais aussi à comprendre qu'il est pécheur et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Ça, on ne peut pas l'occulter. D'accord? Il a autant besoin de cette grâce que tous les mortels. Là, je vous ai montré ce que c'est un timer, parce que le timer peut vraiment vous aider dans votre approche avec cet enfant, que ce soit dans tout ce qui est académique, vraiment tous les apprentissages, etc., mais aussi les apprentissages bibliques, mais aussi, si cet enfant il a envie de prier, il faut lui donner la possibilité, mais parfois, il y en a, ils sont débordants. Donc, ils vont prier trop longtemps et puis ça va essouffler le groupe, etc. Ben là, vous pouvez utiliser par exemple le timer pour cet enfant et cadrer avant la séance que voilà, il aura tant de temps pour pouvoir prier. Ça, c'est vraiment une aide super. L'aider à comprendre la Bible. C'est pas toujours évident pour certains enfants de comprendre la Bible et les images, eh ben, elles peuvent être indispensables pour ces enfants. Et en plus, ça va capter son attention. Donc, moi, j'ai une sœur dans mon église qui utilise énormément les Playmobil et mes enfants adoraient ça. Donc, pour faire ses études bibliques avec les enfants, elle utilisait les Playmobil. Les enfants, ils étaient fous, hein, ils aimaient ça, hein, ils y allaient, hein. Il n'y avait pas de problème. On peut faire des PowerPoint avec des images sympas. On peut utiliser, vous savez, les tableaux en flanelle où on met aussi certaines images. Vraiment, ça aide à capter l'attention des enfants. Lui rappeler aussi que sa différence ne change rien au besoin de repentance et de salut en Christ. Même si l'enfant il est neuroatypique, eh ben, il a autant besoin du salut qu'un autre. Et que son sage voisin, donc même si le copain d'un côté, il est toujours sage, il fait toujours plaisir aux équipes, tout le monde est toujours émerveillé par cet enfant sage, bah, lui aussi, il a besoin de se repentir et ça, c'est des fois important qu'il le sache, l'enfant qui a un trouble du comportement, pour qu'il ne soit pas stigmatisé. Merci beaucoup Nelly pour ces pistes concrètes qui nous aident. Une des choses peut-être les plus importantes, parmi les plus importantes que j'ai appris en tant que parent, c'est de reconnaître dans mon cœur l'idole du regard des autres. Et quand on a des enfants avec des troubles du comportement, c'est quelque chose qui vient peser le regard des autres. Parmi nous, il y a beaucoup de parents, et puis il y a aussi voilà, des responsables jeunesse, des responsables d'église. Quel conseil tu nous donnerais pour accompagner des parents? On a beaucoup parlé des enfants, et je sais que dans ta pratique, tu as l'occasion d'accompagner aussi des parents. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour accompagner les parents qui ont des enfants avec troubles du comportement, avec ce large spectre dont on a parlé ce soir?
Bah, déjà, je te remercie pour la question parce que les parents, c'est très important. Derrière un enfant, il y a toujours ses parents. Et ça, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et souvent, on peut faire beaucoup de mal malgré nous quand on a des parents qui font face aux troubles du comportement de leur enfant au quotidien. C'est très difficile à vivre, je sais. On l'a vécu, nous aussi, dans notre famille. C'est usant. On se sent mal, on se sent découragé, on culpabilise beaucoup. Donc, encore une fois, encourager. Encourager, encourager, encourager. C'est un moment à passer. On est là, on les accompagne, on est une église, on est une famille et on les encourage. Les écouter. Souvent, on ne sait pas écouter. On n'écoute que d'une oreille et puis on n'arrive pas à prendre le temps d'écouter. Et quel est le meilleur moment, si ce n'est le dimanche à l'église, pour prendre le temps d'écouter les parents? Ils sont souvent à bout, ils ont des difficultés dans l'éducation. Est-ce qu'ils ont besoin de rencontrer d'autres parents? Ça, c'est très important parce qu'on se sent toujours mieux avec quelqu'un qui comprend ce qu'on vit. Est-ce qu'ils ont besoin d'être orientés vers des professionnels? Ça aussi, des fois, ça fait beaucoup de bien aux parents de savoir qu'il y a des professionnels qui peuvent les aider et surtout que dans l'église, on comprend ça. Surtout, ne pas se poster en conseiller parfait. Tu devrais faire ci. Le yaka faucon, c'est très douloureux pour des parents. C'est terrible. Parce qu'on n'est jamais. Alors, c'est pas biblique ce que je vais dire, c'est un proverbe chinois qui dit avant de juger l'autre, mets ses chaussures. Et quelque part, c'est très facile de se poster en conseiller, mais on n'a jamais vraiment toutes les données. Proposer du répit et avoir à l'esprit que le culte, pour eux, qui vivent le trouble du comportement quasiment quotidiennement, c'est un répit. Donc, leur permettre de vivre ce répit-là, en sachant qu'il y a des personnes bienveillantes qui vont s'occuper de leurs enfants, qui ne vont pas les stigmatiser, qui ne vont pas les juger, c'est énorme. C'est énorme. Quand on arrive le dimanche matin, qu'on est complètement découragé par notre semaine, qu'on reçoit vraiment les paroles du Seigneur à la chair et que on n'a pas la personne de l'école du dimanche qui vient vous dire après le culte « Oh, il était infernal », ben, c'est génial, c'est gagné. Voilà, il faut faire très attention à ça. Les mots qu'on va dire aux parents négatifs à la sortie du culte. Oh là là, j'en peux plus, il était insupportable. On le fait tous, on l'a tous fait, hein. Je le dis, moi aussi, j'ai été 15 ans auprès des enfants, il y a eu des moments où j'en pouvais plus, on l'a tous fait. Mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre à ne plus faire. Parce qu'en fait, en tant que maman, quand moi je me suis retrouvée en tant que maman et que j'ai reçu parfois des choses comme ça, eh bien, en fait, on est déstabilisé, on se dit, mais finalement, est-ce que j'ai ma place dans cette église? Puisque même les personnes de l'école du dimanche, ça les dérange. Mon fils, ma fille les dérange. Donc, c'est très compliqué. Il faut vraiment, faut essayer d'être positif, toujours positif. Si on est blessé par un de ces enfants comme ça dans notre approche à l'école du dimanche, en parler avec le pasteur, en équipe, prier, beaucoup prier pour ces enfants, prier pour penser à prier pour les équipes de jeunesse dans les églises, c'est très important. Ils ont tellement, tellement des fois de défis, donc c'est très important. Rassurer les parents, les ramener à la parole avec amour. Voilà, Jésus les aime et il conduit leur chemin. On est sur un chemin de sanctification. Chacun, on va être repris, on va apprendre des choses, mais nos enfants aussi, en fait. Donc, la réassurance, c'est très important. Ça fait du bien, c'est un baume sur le cœur. Et aussi leur permettre de s'engager dans l'Église. Même s'ils ont des enfants à troubles du comportement, bien sûr, de chercher une manière équilibrée pour pas qu'ils s'engagent plus que ce qui s'occupe de leur enfant qui aurait besoin. Mais aussi se sentir utile vis-à-vis des autres, c'est important. Quand on est esseulé, quand on est fatigué, quand on est découragé, des fois de trouver aussi sa place, même si c'est une petite manière dans l'église, mais de sentir que on est aussi utile au corps de Christ, c'est important. Et ça fait partie aussi de l'accompagnement, je pense. Merci beaucoup Nelly. Tu parles de ce proverbe chinois. Alors moi je connaissais un proverbe indien qui disait « Je ne jugerai pas mon frère avant d'avoir mis ses mocassins ».
C'est pareil. Mais il me semble aussi que ça fait écho à une parole de Jésus, peut-être en Matthieu 7, Oui, qui nous invite à pas focaliser sur la paille dans le comportement de mon frère et de ma sœur, alors que peut-être j'ai du travail aussi chez moi. J'aime beaucoup quand tu dis que derrière les enfants, il y a les parents, parce qu'il me semble qu'on peut l'entendre de plusieurs manières différentes, et notamment derrière en tant que soutien. oui. Les parents sont derrière, et derrière les enfants, il y a les parents. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas facile de comprendre ce que vivent les parents, si nous on n'est pas concernés directement. Et tu dis c'est important, très important de les encourager, de les aimer, de les écouter, et sans les juger aussi. Important de pas les juger, justement parce qu'on n'est pas dans leurs mocassins, on n'est pas dans leurs sandales. Et puis, ben, même si on les comprend pas, en fait, on va éviter de donner des leçons, les yaka faucons, comme tu dis. Donc, merci beaucoup, Nelly, pour ça. Alors, c'est peut-être le temps aussi de passer un petit moment autour de quelques questions. Mais juste avant, est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure cette intervention, Nelly? Ouais, sur la slide suivante, j'ai choisi 2 versets. Bon, déjà, cette image de la croix avec des fleurs, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est vraiment la vie de Christ et en plus, on est dans la semaine sainte et c'est vraiment une grâce. J'avais envie de vous partager ces 2 versets qui parlent de la grâce de Dieu, justement. «L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté». Et ça, tout le monde a besoin de l'entendre, de se l'intégrer, même quand les choses sont difficiles. Et car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Alors ça, je trouve cette parole très belle qu'on retrouve dans Romains 11, 32. Nos enfants à promesse sont dans la main de Dieu. Prions pour eux et Dieu les aime. Dieu les aime. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu à les accompagner et à les aimer inconditionnellement, en fait. Merci Nelly. On se rappelait tous les trois, Jean-Yves, Nelly, avant de commencer, le regard du Seigneur sur les enfants et aussi le regard du Seigneur sur les malportants, sur les rejetés ou sur ceux qui étaient dans ce profil atypique. Et on est encouragé à regarder au cœur du Seigneur et à le laisser transformer nos propres cœurs. On arrive petit à petit au bout de cette première soirée et on avait prévu un temps de forum, de foire aux questions. Et puis quand on a lu ce que vous avez écrit, vous tous, lors de l'inscription, on s'est dit waouh, il y a beaucoup de questions. Alors, beaucoup de questions, je pense que tu y as répondu, en tout cas au moins en partie, Nelly, ce soir dans l'intervention. Et j'espère que les pistes apportées, les réflexions apportées, le témoignage apporté peut contribuer à répondre à pas mal de questions soulevées. Mais on a aussi conscience qu'il y a plusieurs autres questions qui ont été posées et que nous n'avons pas le temps de traiter en cette courte soirée. Et du coup, on s'est dit, on va demander à Nelly de sélectionner 3 ou 4 questions et Nelly, on a le temps, donc probablement que les 4 questions peuvent être traitées. Et dans toutes les questions que vous avez posées, on a proposé, parce que c'était la seule chose faisable, de sélectionner 3 ou 4 questions. Donc voilà, Nelly, on aimerait te laisser la parole pour puiser dans cette liste de questions que nous avons reçues au travers de l'inscription et de pouvoir traiter ces questions. Puis on reprendra la main après avec Jean-Yves pour conclure et puis parler de perspective aussi. Mais pour l'instant, voilà, je te laisse sélectionner ces 3 ou 4 questions et je te laisse y répondre. Déjà, merci de m'avoir donné cette parole. Et puis, je veux aussi m'excuser auprès de toutes les personnes qui ont tellement de questions et que je ne vais pas pouvoir répondre ou qui n'ont pas eu toutes les réponses qu'ils voulaient sur le PowerPoint. En tout cas, Mayol et Jean-Yves donneront mes coordonnées à la fin. Vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème et j'essaierai de répondre à un maximum de questions.
J'ai choisi 4 questions dans toutes les questions que vous avez posées. Il y en avait, mais vraiment beaucoup. Et elles étaient toutes pertinentes. Donc, c'était très intéressant. On va rester sur les questions qui, pour moi, sont les questions qui reviennent le plus souvent. Donc, j'ai préparé un topo. Ça va aller très vite parce que j'ai peu de temps. Et donc, du coup, si vous voulez prendre des notes ou si vous voulez après, par la suite, revoir la vidéo, n'hésitez pas. Donc, la première question que j'ai relevée, c'est est-ce que la bonne volonté ou l'amour suffisent pour accompagner les enfants à besoins particuliers? Alors, ma réponse première, c'est la base. Je pense que c'est vraiment la base. Sans l'amour de Christ en nous pour ses enfants et la bonne volonté de vraiment essayer de changer les choses et de les aider, on n'y arrivera pas. Mais on a la grâce que Dieu nous a donné son esprit et donc quand on marche par l'esprit, on est au bénéfice des fruits de l'esprit qui sont quand même l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est en Galates 5, 22. Il me semble que si déjà on a tout ça envers ces enfants-là, on peut déjà faire beaucoup de belles choses. Mais il faut aussi de la connaissance pour comprendre les besoins spécifiques. Quand on sait qu'il y a des troubles du comportement qui peuvent être pathologiques et d'autres qui sont seulement dus à un symptôme de quelque chose qui ne va pas, bien, il va falloir essayer de chercher qu'est-ce qui ne va pas, comme j'ai dit tout à l'heure, en allant voir les parents, mais peut-être aussi en faisant des recherches. Pour mieux accompagner, Internet peut être parfois une mine d'or pour les formations par rapport à ça. Et puis, il y a des professionnels de plus en plus dans l'Église, comme moi, mais aussi d'autres, qui peuvent se mettre à disposition pour pouvoir informer, former, sensibiliser dans les églises. Quand on marche par l'esprit, par la proximité avec Dieu, on applique son fruit et c'est un moteur pour ces enfants-là. Il faut le savoir. C'est vraiment, ils en ont vraiment besoin. Mais pour les parents aussi. Ne pas oublier de prier pour les familles. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est un combat spirituel. Quand on a des troubles du comportement, c'est un vrai combat spirituel. Et c'est important de prier pour que les personnes ne se sentent pas lésées, pour que les personnes se sentent aimées et qu'elles restent dans l'Église et elles continuent de marcher par la foi. Dieu peut guérir les blessures, les maladies, mais aussi certaines atypies. Il se glorifiera de toute façon, qu'il guérisse ou pas, mais aussi à travers la différence. Parce que moi, par exemple, je suis neuroatypique. J'ai eu beaucoup de dysfonctionnements relationnels dans l'Église et Dieu m'a montré les choses. Et petit à petit, j'arrive à travailler sur ces dysfonctionnements. J'ai eu des communications avec mon pasteur. J'ai eu plein de choses qui ont fait que petit à petit, j'apprends à moins être dans le trouble du comportement. Donc, priez sans cesse et remercions Dieu pour les victoires, parce qu'il y a aussi des victoires. Quand il y a certains enfants, aujourd'hui, il n'a pas eu de trouble du comportement, c'était super bien. On remercie le Seigneur parce qu'on sait que le Seigneur, il est au-dessus de toute chose et qu'il prend soin de nos enfants. Donc, pour résumer, aimer, oui, mais connaître, comprendre, se réévaluer, parce que des fois, on doit changer, se réévaluer, s'adapter, être reconnaissant et prier. La question de Dieu, c'est comment différencier entre l'enfant roi, alors là, ça revient souvent, et l'enfant qui a un trouble de l'attention, le TDAH ou sans H. Déjà, j'aime pas le terme d'enfant roi, excusez-moi. Le H, c'est hyperactivité. Pardon, mon mari me dit derrière, c'est quoi le H? Avec ou sans hyperactivité, le trouble de l'attention. Moi, j'aime pas le mot enfant roi parce que je trouve qu'il y a quelque chose de tellement péjoratif derrière que quand on parle d'enfant roi, on a un regard négatif envers cet enfant alors qu'il n'est pas responsable de l'éducation qu'on lui a donnée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça nous amène inconsciemment à déjà le rejeter. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut déjà ne plus employer. Je conseille de demander le discernement à Dieu pour pouvoir savoir si on est face à un enfant, j'ai envie de dire, un peu gâté,
D'accord? C'est comme ça que le psychologue juif messianique Adler utilisait le terme, il appelait ça des enfants gâtés. Demandons le discernement à Dieu. D'accord? Pourquoi est-ce que les parents sont laxistes parfois? Est-ce qu'il y a une raison? Des fois, il peut y avoir une raison. Est-ce que les parents sont en capacité? Est-ce qu'ils sont pas malades, fatigués? Est-ce que voilà, il y a parfois des raisons pourquoi il y a du laxisme dans l'éducation. Accompagner sans juger, encore une fois, même s'il y a du laxisme, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces parents? Est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'on peut leur offrir un répit en prenant leur enfant un mercredi après-midi dans la semaine? Enfin bref, tout est possible. Le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça peut regrouper toutes ces difficultés que je vais citer. Des problèmes pour exécuter ou finir une tâche de manière récurrente. Vous avez un enfant qui vient à l'école du dimanche, vous lui donnez une tâche et il n'arrive jamais à la terminer, ou alors très rapidement, il va ailleurs. Déjà là, c'est troublant. Une agitation motrice, ça, c'est pas exhaustif, parce que s'ils n'ont pas d'hyperactivité, vous pouvez avoir quelqu'un qui a un trouble de l'attention et qui n'a aucune agitation motrice, mais quand il y a de l'hyperactivité, souvent, quelqu'un qui a de l'hyperactivité, il reste pas longtemps assis, hein. Une discrimination cognitive, c'est-à-dire que l'enfant va discriminer, c'est-à-dire que systématiquement, sur une tâche difficile, il va la mettre de côté et il va choisir le plus facile. Une difficulté de compréhension des consignes. Vous donnez une consigne à l'enfant et puis il répond à côté. Donc ça aussi, si plusieurs fois vous voyez un enfant qui fait ça, vous pouvez imaginer que peut-être il y a quelque chose derrière. Un manque d'inhibition. Alors l'inhibition, c'est les personnes qui sont sans filtre, qui disent ce qu'elles pensent de manière totalement désinhibée. C'est-à-dire que souvent, la personne va être même à la limite du respect, voire complètement irrespectueuse. Mais il y a des personnes, les personnes avec un trouble de l'attention, par exemple, un vrai TDA ou H, peuvent avoir ce trouble ce manque d'inhibition. Ça se retrouve aussi chez la personne autiste. Souvent, il est rejeté pour son caractère débordant, l'enfant TDA. Il est rejeté par ses pairs parce que tout va être excessif. D'accord? Et puis, une incapacité à réguler ses émotions, ça va être un enfant qui va se mettre très facilement en colère, qui va s'énerver très vite, ou alors qui va pleurer très facilement, etc. Ça peut faire partie des troubles. Une mauvaise image de lui-même et un manque de confiance en lui pour effectuer le travail. Il y a certains enfants qui ont un trouble de l'attention qui n'arrivent pas du tout à se mettre au travail par manque de confiance, de confiance en ses capacités. Et des difficultés d'apprentissage pour écrire, pour savoir faire ses lacets, enfin plein de petites choses. Les enfants qui ont un trouble de l'attention et un trouble neurodéveloppemental, en général, les difficultés d'apprentissage se voient très vite. Alors, si vous avez un enfant dans une classe d'école du dimanche qui n'écrit pas, repérez-le vite fait et proposez par exemple à ce que ce soit le copain d'à côté qui écrive à sa place, ou si le copain d'à côté n'a pas le temps, vous pouvez lui proposer d'écrire le texte à sa place, ou vous lui faites les choses à l'avance en polycopier par exemple. Bref, il faut plusieurs de ces critères, pas forcément tous, mais en tout cas que ce soit quasiment récurrent et systématique pour imaginer qu'il y a un vrai trouble de l'attention. Il faut qu'il soit généralisé à l'église, à l'école, sauf s'il y a eu des aménagements à l'école et à la maison qui apaisent l'enfant. D'accord? Toujours demander aux parents. Voilà, comment ça se passe à l'école, comment ça se passe à la maison, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quand vous recevez un nouvel enfant à l'école du dimanche, faites un recueil de données avec les parents. Demandez aux parents un maximum d'infos pour pouvoir savoir si l'enfant il a des besoins spécifiques. N'hésitez pas à demander aux parents, est-ce que votre enfant il a des besoins spécifiques? Voilà. Attention aux enfants qui sont sous ritanine ou méthylphénidate pour le trouble de l'attention, parce que des fois, c'est très souvent des enfants qui n'en prennent pas le week-end, ils en prennent que la semaine pour aller à l'école. Et donc, le week-end, les troubles reviennent. Donc, ça peut être des enfants qui peuvent être très, pas gentils, mais c'est pas le terme, qui peuvent être très calmes la semaine, et puis le week-end, c'est des tornades, et à l'école du dimanche, c'est une tornade. C'est pas forcément que l'enfant le fait exprès. C'est peut-être parce que tout simplement, il n'a pas son traitement. Et puis, on le donne par le week-end en général, hein. Donc, les enfants ont besoin d'un cadre bienveillant, mais
parce que les règles rassurent, mais dans le cadre du trouble du neurodéveloppement, le cadre n'est pas suffisant en fait. Donc, vous allez vite le voir, ça va être tout le temps débordant. Vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, je mets un cadre et l'enfant, il ne suit pas. Donc, il va falloir s'adapter, adapter le cadre à son trouble. Question numéro 3, les troubles du comportement, il y en a plus qu'avant? Sont-ils mieux repérés ou est-ce des mots inventés pour désigner des troubles non reconnus avant? Alors déjà, je vais parler des neurosciences, hein, normal. C'est une vraie science. Il y a de nombreux chercheurs internationaux qui recherchent les effets sur le cerveau de l'environnement familial, social, alimentaire, dans l'air, les ondes, etc. Tout ça, c'est à l'étude un peu partout dans le monde. On connaît de mieux en mieux les critères diagnostiques pour les troubles neurodéveloppementaux, mais on ne connaît que 10% du cerveau. Donc, ils sont vraiment au début de toutes les recherches, hein. Il y a des errances diagnostiques énormes. On a tous eu dans nos enfances des enfants qu'on disait débiles ou l'idiot du village, mais c'était très certainement des enfants avec un trouble du neurodéveloppement. D'accord? Ils avaient du mal à l'école, ils avaient du mal à écrire, enfin, c'était très compliqué pour ces enfants-là. Et alors, ils n'étaient absolument pas reconnus parce que jusqu'à il y a 10 ans, une personne autiste, c'était Rain Man ou c'était une personne qui se tapait la tête contre les murs et qui ne parlait pas. On a tous eu, malgré tout, je vois encore beaucoup d'errances diagnostiques car peu de professionnels sont formés. Donc, il ne faut pas se fier non plus au titre du professionnel parce que vous pouvez aller voir un médecin, un pédiatre ou n'importe quoi et ils ne sont pas forcément formés. Alors, il existe aussi des enfants ayant des troubles du comportement dus à des violences psychologiques. Oui, c'est ce que je disais quand je disais que c'est non pathologique. C'est qu'il y a un problème et qu'il faut essayer de comprendre quel est le problème qu'il y a derrière. Alors là, on rentre dans un... C'est trop long à débattre, mais effectivement, il peut aussi y avoir de la violence familiale au sein de nos églises et il faut être aussi à l'affût de ça. Merci de l'avoir souligné. Alors, il y a les écrans. Beaucoup disent, oui, mais si on enlève les écrans, il n'y aura plus de TDAH, il n'y aura plus d'autisme. Alors déjà, ça c'est totalement erroné, malgré que certains médecins aujourd'hui en France disent ça. C'est totalement erroné, parce qu'on le voit en séance. Moi, je reçois des enfants autistes qui n'ont aucun écran et qui ont quand même des troubles de l'autisme. Donc, enfin, je veux dire, du moment qu'il y a un critère diagnostique, il faut savoir que le diagnostic de l'autisme, il est très, très pointilleux. Et donc, du coup, c'est difficile. Ils ont même fait ils ont même fait des études pour savoir si un enfant qui a eu des traumatismes dans son enfance a aussi un trouble de l'autisme ou pas, ou ça vient des traumatismes. Et ils se sont rendus compte que c'était la même prévalence, que ce soit dans des pays en guerre ou dans des pays confortables. Donc, remettre en question, juste pour les écrans, l'autisme, c'est trop léger, c'est pas possible. Par contre, on sait aujourd'hui que le système éducatif, c'est-à-dire pas le système éducatif, l'éducation chez les parents aujourd'hui, eh bien, elle est malade. D'accord? Elle est malade. Aujourd'hui, il n'y a plus de modèle familial. C'est très difficile dans l'Église de le maintenir, du coup, parce que c'est pas simple. Il y a quand même les églises sont touchées par le divorce, par les remariages, etc. Donc forcément, il y a des dysfonctionnements, d'accord? Il y a aussi, et je rejoins la personne qui l'a dit, les chiffres de l'aide sociale en enfance disent qu'il n'y a jamais eu autant d'enfants maltraités ou en grave carence éducative. Il y a aussi beaucoup les écrans en jeu, hein. Beaucoup d'enfants sont trop sur écran et pour que les parents fassent autre chose, mais ce n'est pas forcément par plaisir, hein. Encore une fois, pas de jugement, parce qu'il y a des parents qui sont vraiment dans des situations dramatiques et donner des fois l'écran à l'enfant, c'est la solution de facilité aussi et la seule solution qu'ils peuvent avoir. Malgré qu'on sait que les écrans sont un fléau, les enfants de parents divorcés dans l'église, par exemple, il faut être à l'affût, il faut être... faut avoir une petite oreille, la vue acérée, parce que ça peut être des enfants qui sont perturbés aussi, parce qu'il y a un conflit de loyauté. Des fois, vous avez un des parents qui est dans l'église et l'autre parent est contre la foi. Donc, vous imaginez ces enfants, quand ils arrivent dans l'église, c'est des fois compliqué pour eux, parce qu'il y a le conflit de loyauté vis-à-vis de leurs parents qui est contre la foi. Donc ça aussi, il faut bien les entourer, ces enfants-là. Vraiment, ils ont besoin. Donc, il faut être prudent. Attention aux mots qui blessent.
Moi, la première, hein, encore plus en tant que TSA, je sais que j'ai blessé beaucoup, beaucoup de personnes, mais attention aux mots qui blessent parce que ça peut avoir une portée énorme. Attention de ne pas pousser les parents fragilisés à la violence éducative aussi. Et ça, c'est vraiment un ange, je tiens à en parler parce que nous-mêmes, en tant que parents, on a beaucoup entendu qu'il fallait donner des fessées, qu'il fallait corriger son enfant, etc. Et un parent qui est fragilisé, il va peut-être pas mesurer à quelle intensité il va mettre sa fessée. C'est réel, hein. Si j'en parle, c'est parce que c'est vraiment réel. Donc, faut faire très attention à ce qu'on donne comme conseil aux parents. Certains parents deviennent laxistes parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils ont déjà tout essayé et qu'au bout d'un moment, ils lâchent parce que sinon, ils en tombent malades, quoi. Donc, il faut aussi le comprendre, ça. Voilà, vous pouvez avoir des parents qui vous pleurent, hein, à la sortie du culte quand vous lui posez la question si tout va bien. Donc, toujours être prêt à les écouter. Nous ne devons pas faire l'économie d'orienter vers des professionnels de l'éducation ou du handicap si on a un doute sur un enfant. Par contre, un mot, on ne parle jamais d'autisme ou de TDAH à un parent si on n'est pas formé ou sensibilisé sur le sujet, parce qu'on peut faire très peur aux parents. Si on a un doute, on parle d'éventuels troubles du neurodéveloppement, éventuellement. Mais on ne met pas les mots autisme. Le mot autisme, il fait vraiment très peur à tout le monde. Et donc, même si vous êtes presque sûr que l'enfant il a un autisme, vous orientez le parent vers un professionnel de votre coin, vous vous renseignez, vous orientez vers un professionnel de votre coin. En général, c'est les centres de référence d'autisme, il y en a dans tous les départements. C'est là qu'il faut orienter la parent. Oui, c'est un diagnostic médical, l'autisme. Je réponds à une question sur le chat en même temps. Donc voilà. Donc ne pas hésiter à orienter parce que tous les médecins ne peuvent pas diagnostiquer l'autisme. Donc vraiment orienter vers le centre de référence de l'autisme du département. Avec de l'observation et du temps, on finit par discerner en fait si l'enfant il a un besoin éducatif ou si c'est plus important. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à la question 3 et est-ce que j'ai le temps de faire la question 4? Oui, Nelly, tu peux prendre le temps pour la question 4. Donc, la dernière question, c'était enfant hypersensible ou haut potentiel intellectuel, comment gérer? Alors, déjà, premièrement, sur l'hypersensibilité, il n'y a pas de classification, nulle part. Il n'y a pas de test, il n'y a rien. Donc, c'est un peu un mot balancé qui peut être balancé à tout bout de champ et il faut faire attention. Voilà, parce que l'hypersensibilité, elle peut être très importante dans certains troubles avérés et dans d'autres, beaucoup de personnes vont se dire hypersensibles pour qu'on les entende. Parce ils disent qu'il y a un problème, mais ce n'est pas forcément un trouble. Voilà. Donc, c'est des fois difficile à définir. Par contre, il faut le prendre en considération quand quelqu'un vous dit je suis hypersensible. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être en cause dans l'hypersensibilité, l'histoire de la naissance de la personne, la vie familiale, l'éducation et la transmission des parents, comment il a grandi, etc. Et donc, c'est très important de prendre en compte cette difficulté émotionnelle parce que ça peut être une vraie souffrance. Une vraie, vraie souffrance. Là aussi, il y a besoin d'accompagnement. Donc, toujours observer, s'ajuster, ajuster son comportement vis-à-vis de ces personnes. On va être peut-être moins rentre-dedans avec ces personnes. On va être plus doux avec ces personnes. Appliquer Philippiens 4 qui dit justement à être connu pour notre douceur. Et ça, je trouve que c'est un vrai challenge. Moi, ça me parle beaucoup parce que je ne suis pas toujours très douce. Et je pense que c'est important dans l'Église qu'on puisse être doux avec les gens, avec tout le monde, mais les gens qui ont un besoin particulier encore plus. Et si la personne est blessée, ne pas hésiter à aller la voir et à lui demander pardon, à essayer de comprendre pourquoi elle est blessée, et puis voilà, à lui demander pardon et à lui assurer qu'on va faire attention la prochaine fois. Ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, du coup, qui quittent les églises et qui vivent leur foi en dehors de l'église. Et le challenge, c'est que les personnes puissent revenir dans l'église. Le HPI, donc le haut potentiel intellectuel, c'est un test, ce n'est pas un diagnostic médical. Ce n'est donc pas reconnu comme un handicap. Néanmoins, ça peut légèrement handicaper le quotidien. Si ça handicape
trop le quotidien, il faut se poser des questions parce que très souvent, on a des personnes qui se disent au potentiel intellectuel et qui finalement, après les avoir accompagnés, sont des personnes autistes sans déficience. Parce qu'il faut savoir que dans l'autisme sans déficience, on peut être léger, modéré, sévère. Donc, il y a des personnes qui ont un autisme sans déficience très léger, qui passent pour du haut potentiel intellectuel. Il faut savoir que le haut potentiel intellectuel est une comorbidité, en tout cas, de l'autisme. Donc, on peut cumuler les deux. Mais ce n'est pas systématique. Un autiste n'est pas forcément un haut potentiel intellectuel. La majorité des autistes sont des autistes ordinaires, c'est-à-dire avec un QI normal. Oui, les plateformes de coordination et d'orientation, c'est bien d'en parler. Ça, c'est essentiellement pour l'autisme, donc il faudra venir sur la masterclass sur l'autisme parce que je les nommerai et j'expliquerai ce que c'est exactement. Donc, ce n'est pas reconnu comme un handicap. Le vrai HPI, c'est une échelle au-dessus de 120 quand il est homogène, qu'on pose un chiffre. C'est une vraie particularité cérébrale, hein, différente que d'autres personnes. Certains ne peuvent pas avoir de chiffres parce qu'ils sont ce qu'on dit hétérogènes et souvent à cause d'une lenteur d'exécution. Et ça doit nous poser question aussi. C'est des personnes qui sont très lentes dans leur façon d'écrire, dans leur façon de réfléchir, etc. Tous ne sont pas HPI. Les chiffres évoluent parce que, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a énormément de HPI, mais en fait, on stimule tellement les enfants depuis la naissance que très souvent, ils ont des capacités intellectuelles très importantes déjà à certains âges. Donc, un vrai HPI, il est vraiment au-dessus de 120. Jusqu'à 120, il est dans la norme haute, en fait. Voilà, attention, ces enfants qui en savent beaucoup et qui réagissent souvent très vite, hein, qui ont une réflexion extrêmement rapide et souvent en arborescence, hein, attention à ne pas les blesser parce que c'est des enfants qui sont souvent, pour le coup, hypersensibles et qui ont besoin de sens aux choses et surtout, et ça c'est très important, de la cohérence. Si vous leur dites quelque chose mais que vous ne le faites pas, alors là, vous êtes grillés. Donc, ils nous sortent de notre zone de confort, hein. Je peux vous garantir que si on prône et chante l'amour du père, par exemple, et que 5 minutes après, on parle mal de notre frère, ça peut vraiment les toucher, ces enfants-là. C'est quelque chose qui vont pas... ça va fortement les déranger. Donc, il y a souvent des troubles du comportement, hein, auprès de ces enfants-là. Soit ils peuvent faire le clown parce qu'ils ont envie d'être comme les autres. Parce que des fois, réfléchir trop vite, avoir le cerveau tout le temps en ébullition, toujours faire des liens avec tout, ça peut être très fatigant. Et donc, du coup, ces enfants-là, ils n'arrivent pas à se faire de copains parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, mais du coup, ils ont envie de se faire des copains, donc ils vont un peu rabaisser leur niveau et se mettre entre guillemets au niveau des autres. Attention, hein, ce n'est pas péjoratif quand je parle de niveau. Pour pouvoir se fondre dans le groupe. Et donc, du coup, souvent, c'est des enfants qui sont perturbateurs. Et c'est pour ça qu'en classe, on a tendance à dire non, non, lui, il n'est pas HPI, lui, il perturbe toute la classe, il a que la moyenne. Ils savent très bien faire pour avoir que la moyenne, justement. Soit ils sont dans l'apprentissage, plus, ils n'arrêtent pas, ils mangent vraiment tout ce qui est intellect et veulent montrer qu'ils en savent plus que les autres. Alors là, on a un enjeu aussi de leur apprendre l'orgueil et que c'est important de garder de l'humilité, même si on a un fonctionnement particulier. Et soit ils sont très effacés, et ça on l'a aussi chez les enfants autistes, et qui ne font pas de bruit. Mais là, ça doit nous alerter aussi. Un enfant qui est vraiment tout le temps trop sage. Voilà, l'enfant trop sage, il faut vraiment qu'on essaye de creuser pour voir si vraiment tout va bien. Parce que ce n'est pas tout à fait normal non plus. Ce n'est pas un trouble du comportement, mais ça doit nous alerter quand même. Le HPI a besoin d'apprendre, l'impliquer, il adore ça. Lui donner sa place, mais de manière équilibrée avec le reste du groupe pour qu'il n'en ait pas trop non plus. Ne pas le forcer à supporter le groupe, parce que des fois, ça peut être lourd aussi. S'il a envie d'aller lire dans un coin, c'est pas grave. On peut le laisser faire. Certains deviennent de très, très bons leaders dans l'église. Donc, voilà, tout comme les neuroatypiques. Hein. Ça peut, si vous êtes sur leurs intérêts spécifiques, ils peuvent devenir de très bons leaders. Donc, je disais être à l'affût de leur orgueil, leur rappeler que Jésus aime tout le monde, qu'on ait beaucoup d'intelligence ou pas,
parce qu'il peut y avoir aussi des personnes avec un handicap lourd dans l'Église. Ces personnes-là aussi, elles sont aimées de Dieu. Et donner l'image du corps pour montrer que tout le monde est utile en fait dans le corps. La personne qui a un lourd handicap, comme la personne qui a un léger handicap, comme celle qui n'en a pas, comme celle qui a une intelligence plus exacerbée. Voilà, tout le monde est important dans le corps de Christ. Voilà. Si j'ai pu répondre aux questions, alors... Eh bien, merci beaucoup Nelly. Alors, je précise pour ceux qui auraient encore des questions, parce qu'il y en avait quelques-unes qui ont été dans le chat, je précise que vous pouvez poser ces mêmes questions à Nelly, comme Nelly, tu nous l'as proposé en début de rencontre tout à l'heure. Donc, vous allez récupérer le moyen de contacter Nelly, et du coup, vous pourrez poser à titre personnel, vous pourrez lui poser des questions ou la contacter à titre personnel. Vous aurez toutes ses coordonnées. Vous allez les recevoir dans les prochaines 48 heures, très probablement. J'en profite aussi pour dire que vous avez aussi la possibilité de demander à Nelly d'intervenir dans le cadre d'une église. Elle peut tout à fait se déplacer, avec ou sans son mari d'ailleurs, pour animer des rencontres, pour organiser quelque chose avec vous. Donc n'hésitez pas à les contacter, de voir avec vos responsables d'église comment vous pouvez organiser quelque chose avec elle, discuter là-dessus. Donc elle se déplace. Et alors, en tout cas, moi je veux, au nom de toute l'équipe d'AJC, te remercier Nelly, un grand merci d'avoir pris du temps, un grand merci à ton mari qui t'a laissé prendre du temps aussi, et qui est en soutien pour toi, qui adhère aussi à cette intervention. Un grand merci pour aussi ta manière de nous partager tout ça, quelque chose que j'apprécie beaucoup depuis qu'on discute ensemble sur toutes ces situations. Toi, tu as eu vent de beaucoup d'expériences, de beaucoup de situations à droite, à gauche. Tu as aussi connu des situations toi-même. Et je trouve que j'ai toujours perçu que tu aimais l'Église, que dans ton approche et dans ta manière d'en parler, j'ai l'impression vraiment que tu aimes l'Église et que tu veux qu'elle progresse. Et ça, je trouve ça vraiment très encourageant. Alors, je ne sais pas si je savais parler et en même temps agir, je pourrais mettre le petit onglet réaction et je mettrai des applaudissements. Je ne sais pas si j'arrive à faire ça. Mais en tout cas, avant ça, j'aimerais vous proposer, chers participants à cette soirée, de retourner sur le WooClap. Et sur le WooClap, il y a une question qui va être la suivante. En un mot, qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce que vous venez d'entendre? Donc là, vous revoyez le WooClap si jamais vous l'avez plus sous la main. Et donc, la question est la suivante. En un mot, qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce que vous venez d'entendre? Et donc, ne marquez pas une phrase, marquez un mot, et vous allez voir, c'est assez intéressant, ça va s'afficher. Voilà, donc il y a des mots qui apparaissent, et plus ils sont gros sur l'écran, plus ils ont été écrits sur vos smartphones. Donc là, je vois grâce au milieu, aimer, amour, lâcher prise, adaptation. Est-ce qu'on peut voter plusieurs fois? Je crois pas. Si, peut-être, mais en tout cas, l'idée, c'était de le faire. On peut liker pour faire agrandir les mots. Liker. Donc voilà, vous pouvez liker. Si vous avez la rapidité de le faire, vous pouvez liker sur les mots. En tout cas, celui qui est sur mon écran, et je pense qu'on a le même, le mot qui est vraiment central, c'est grâce. Je vois aussi patience, amour, écoute. C'est vraiment très encourageant. Adaptation aussi. Voilà, alors dans quelques instants, il y aura la possibilité de répondre à d'autres questions, brièvement, parce qu'on est quand même, on touche à la fin de notre réunion. Ce que j'aimerais dire encore aussi, c'est que nous vous proposons un bonus, une soirée, alors pas aussi longue que ce soir, mais on vous propose de prendre du temps pour ceux qui le veulent. Un temps, on a demandé à Nelly de préparer qu'elle soit disponible pour un témoignage, pour donner son témoignage, un témoignage avec ton mari, Pierre-Henri. On se réjouit vraiment beaucoup, et donc merci d'avoir accepté. Et du coup, on propose à tous ceux qui ont participé à cette soirée de se retrouver le lundi 6 mai.
le lundi 6 mai de 20h30 à 21h15. Donc vous recevrez les précisions par rapport à cette date par le courriel qui va vous arriver d'ici 48 heures. Mais donc le lundi 6 mai de 20h30 à 21h15, l'idée c'est de passer voilà, ce temps. Et puis nous, on a eu le privilège d'écouter un petit peu avec Mayol quelques éléments du récit de vie de Nelly et Pierre-Henri. Et voilà, on a été encouragés par rapport à ça, de voir l'œuvre de Dieu dans la vie des uns et des autres. C'est toujours formidable. Alors, je suis pas plus long, si ce n'est que je vois à nouveau grâce en face de moi et amour, adaptation, écoute, patience, lâcher prise. Mais je te laisse la parole, Mayol, pour la fin. Voilà, avant de complètement se dire au revoir, on a encore une question à vous poser. On l'a évoqué plusieurs fois pendant cette soirée, dès le début, pendant et à la fin. Et on aimerait vous poser la question de l'intérêt pour une autre soirée de ce genre-là, en demandant à Nelly d'intervenir une nouvelle fois sur la question de êtes-vous intéressé par une prochaine masterclass sur le trouble du neurodéveloppement, et donc cette fois de s'arrêter plus sur l'autisme, le TDAH, HPI qu'on a pu évoquer ce soir, mais en prenant le temps de s'y arrêter pendant toute une soirée. Donc vous pouvez réagir toujours avec le WooClap, et ça nous donne des éléments pour pouvoir nous envisager la suite avec l'équipe AJC. Alors je vois qu'il y a des résultats. Ah voilà, c'est qu'il manquait ça. Ok, Là, on donc se rapproche d'un score soviétique, Mayol, j'ai l'impression. donc voilà, ça nous encouragera à regarder ça. On va vous tenir au courant. Alors plusieurs choses. Demain, vous allez recevoir, si tout va bien techniquement, un mail avec le diaporama qui a été présenté ce soir. Il y aura également les coordonnées de Nelly pour pouvoir la contacter. Et puis il y aura un lien, si tout va bien, pour un replay de cette soirée. Alors avec les petits bugs techniques du début de soirée, mais merci Seigneur, ça a bien fonctionné par la suite. Et donc vous pourrez accéder au replay par un lien qui vous sera envoyé demain. Voilà pour l'essentiel des informations. Donc on vous tiendra au courant par ces mails de ces deux soirées évoquées, cette soirée témoignage et puis une soirée sur les troubles du neurodéveloppement, dont on donnera plus d'informations par email. Deux dernières informations avant de conclure. C'est un camp de famille adapté. Pour lequel il reste quelques places. Ça se passe au camp des Cimes. Il y a probablement même des personnes du camp des Cimes qui sont connectées ce soir, mais on est trop nombreux pour que j'ai pu le vérifier. Le camp des Cimes, c'est à 1 heure au-dessus de Grenoble, dans les Alpes. C'est un centre de vacances chrétien génial, au cœur de la montagne, comme son nom l'indique, camp des Cimes. Et donc du 15 au 19 avril, il y a un camp de famille adapté. Donc profitez de la montagne et passez des moments en famille lors d'un camp adapté aux enfants TND et trisomie 21 entre 2 et 12 ans et à leur famille. Donc il y a un QR code que vous pouvez flasher, et comme je vous l'ai dit, ce diaporama vous parviendra demain dans les boîtes mail. Donc si vous n'avez pas eu le temps de prendre l'info ce soir, n'hésitez pas à regarder dans vos mails demain. C'est Naomi Brubaker qui normalement est là ce soir qui organise ce camp. Et puis une autre information, cette fois c'est Famille Je t'aime qui organise au mois de mai un séjour TSA du vendredi 17 mai au lundi 20 mai. Là aussi, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de Famille Je t'aime FJA, et retrouver ce séjour TSA. Et j'y serai. Et Nelly sera présente lors de ce séjour avec Famille Je t'aime. Je vais enlever le partage d'écran, voilà, et merci beaucoup Nelly pour ce que tu as partagé ce soir. Merci pour votre participation à tous, et je vais simplement conclure dans la prière avant de couper l'enregistrement et souhaiter une bonne soirée à chacun. Seigneur, c'est avec humilité que nous voulons te remettre ce que nous avons entendu ce soir. Bien souvent, nos cœurs sont challengés, bien souvent, nos cœurs tortueux réagissent pas de la bonne manière. Mais merci parce que cette grâce dont nous avons parlé ce soir, nous en sommes, nous, les tout premiers au bénéfice. Et je te prie que ton esprit en nous, ta grâce et ton évangile en nous puissent nous donner, parents,
responsables de groupes de jeunes, responsables de clubs d'enfants, responsables d'église, un regard qui vient de toi, un regard qui vient de ton cœur de berger, pour ces enfants aux troubles du comportement. Merci pour le cadeau qu'ils sont. Merci parce que c'est un cadeau que nous recevons en tant que famille, en tant qu'Église, et nous te prions que tu transformes nos regards en tant qu'Église pour les regarder avec tes lunettes à toi. On te prie pour que là où nous sommes challengés dans nos propres limites, tu viennes à notre secours, que tu viennes accomplir ce que nous ne pouvons pas accomplir avec nos propres forces, mais que seule ta grâce peut accomplir. Alors Seigneur, nous te prions de bénir chaque Église représentée ici, de bénir chaque famille représentée ici, et de bénir tous ces enfants au profil atypique, ces enfants à promesse qui se trouvent dans nos familles, dans nos églises. Et nous te prions que tu les bénisses et que tu nous bénisses, nous qui sommes autour d'eux et qui nous occupons d'eux. Laissez venir à moi les petits enfants. Seigneur, nous voulons puiser dans ton cœur, en ton esprit, en nous, le bon regard et la bonne attitude. Alors merci, merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu feras encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen.